Samedi 24 février, vous êtes sur Al24 News, à la une de votre 19h. Un an jour pour jour depuis le déclenchement du conflit militaire en Ukraine et des conséquences sur le monde entier, sur le plan géopolitique et économique. Dossier spécial dans cette édition du 19h. Une année sur la ligne de front en Ukraine marquée par de nombreux rebondissements. Retour dans cette édition également sur 5 événements clés de ce conflit. Et le Mali, une nouvelle fois théâtre de violence, une attaque terroriste au centre du pays a fait au moins 12 morts selon des informations relayées par l'agence Reuters. Enfin, un zoom sur le secteur de l'industrie pharmaceutique en Algérie avec les efforts du groupe Saïdal pour hisser les exportations algériennes hors hydrocarbures à des niveaux supérieurs, notamment en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les titres de ce journal, sachez que le président algérien Abdelmejid Tebboune a accordé une interview aux médias nationaux dans le cadre de ses rencontres périodiques avec la presse nationale. Le chef de l'État s'exprimera sur un certain nombre de dossiers d'actualité nationale et internationale. Une rencontre qui sera diffusée ce vendredi et que vous pouvez suivre sur notre chaîne à partir de 21h. الأمور هذه أنا صح راني مقلق بزاف منها ونوصل مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. كيفاه اليوم أنا نمشي نبيع البلاد يا سيدي كاع راه فيها الظلم وراها ناقصة الأمور ولكن بلادي الشتاء ما فيه لا طرد ولا هزم. النيميريزاسيون تندار إن شاء الله بالإرادة ولا بالقوة. أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية. حق نقابي مضمون دستوريا. قبل رمضان تدي الناس كاع زيادة تاعها. أرواح اللي نقدوها ماهوش شيء بسيط. أقل شيء ممكن يعطيه لهم رئيس الجمهورية هو وسام الاستحقاق الوطني. 24 février 2022, 24 février 2023, un an de conflit militarisé en Ukraine, une nouvelle ligne de front en Europe comme elle n'en avait pas connu depuis 1991 en Yougoslavie. Cette fois-ci, c'est à l'est de l'Ukraine que le langage de la diplomatie a laissé place à celui des armes entre Moscou et Kiev, appuyé par ses alliés occidentaux. Retour sur un an de conflit qui a bouleversé le monde au sortir de la crise sanitaire. Dans ce sujet signé Leila Gertal. Cela fait aujourd'hui un an, jour pour jour, que débutait l'opération spéciale en Ukraine lancée par Poutine. Kiev se réveillait un certain 24 février 2022 sur les retentissements des sirènes et le bruit des bombes, des images qui ont fait le tour des médias. Le monde assistait en direct à l'opération russe en Ukraine, une opération spéciale, comme qualifiée par Poutine, qui changera la géopolitique du monde. Une opération qui est également le fruit de plusieurs années de provocation de l'Occident et de l'OTAN qui poussait ses troupes jusqu'aux proximités des frontières des anciennes républiques de l'ancien régime soviétique, transgressant ainsi au quotidien les accords de Minsk. Ce conflit en Ukraine va provoquer à son tour, en plus des alliances et des sanctions économiques européennes contre Moscou, il va également se répercuter sur le secteur énergétique du pétrole et du gaz. La Russie étant l'un des premiers fournisseurs en gaz de beaucoup de pays européens, notamment l'Allemagne. L'opération engendrera également une vraie crise humanitaire, dévoilant au grand jour l'hypocrisie de l'Occident face à la crise des réfugiés ukrainiens. Un comportement discriminatoire voit alors le jour, une mise à nu qui en dit long sur le monde occidental et les principes des droits de l'homme qu'il argue à chaque occasion. Le conflit en Ukraine a démontré aussi que derrière la façade d'une Europe unie et formant un bloc inébranlable se cachaient des divisions insoupçonnables où des contrats de gaz et de pétrole se négociaient en aparté ou par sous-traitance avec la Russie. Bref, un an après le début du conflit en Ukraine, le monde ne sera plus comme celui que l'on a
connues auparavant. D'autant que ce conflit sent trop l'odeur du gaz et de pétrole pour ne constituer qu'une affaire de liberté et de démocratie, lorsqu'on sait surtout que les États-Unis ont été les plus grands bénéficiaires de cette opération en Ukraine. Et ce conflit en Ukraine, vous l'avez suivi avec nous durant toute l'année 2022, avec de nombreux rebondissements et autres faits marquants sur le terrain des opérations, comme celui de la politique. Retour sur 5 étapes clés du conflit dans ce sujet signé Amin Toutah. 12 mois de conflit entre Kiev et Moscou, qui n'ont pas uniquement marqué la scène mondiale par les pertes humaines et les violences des combats, mais aussi par plusieurs faits majeurs, notamment à l'est de l'Ukraine, où les opérations étaient les plus intenses, à l'image du siège d'Azovstal, un point crucial de la bataille de Mariupol. Les troupes russes avaient lancé un assaut sur la zone industrielle qui s'est achevé à la fin du mois d'avril, lorsque le Kremlin avait annoncé la prise complète de Mariupol. Toujours à l'est du pays, dans la région de Zaporizhia, qui suscitait l'inquiétude de la communauté internationale en raison de la présence de sites nucléaires. L'Agence de l'énergie atomique AUA a estimé à maintes reprises l'importance d'établir une zone de protection sécuritaire autour du site. La centrale est contrôlée par les Russes depuis le début du mois de mars 2022. Autre fait marquant, les régions de Donetsk et Kherson et Lugansk et Zaporizhia qui ont fait l'objet d'une loi d'adhésion à la Russie. Le Parlement russe a ratifié à l'unanimité la procédure d'adhésion. Et en pleine intensité du conflit et la violence des combats, les deux parties belligérantes sont tout de même arrivées à un accord sous la tutelle des Nations Unies et la Turquie pour l'exportation des céréales ukrainiennes à partir du port d'Odessa. Un accord signé à Istanbul le 22 juillet 2022 et renouvelé dans un deuxième temps pour une durée de 120 jours. Un conflit aux répercussions multiples et aux regards flous sur les mois à venir, notamment après la suspension des négociations et les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Et pour tenter de faire une projection sur l'avenir de ce conflit, nous rejoignons en direct depuis Paris l'essayiste et auteur du livre Bienvenue au Kosovo, Nikola Mirković. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans son célèbre ouvrage De la guerre, le stratège allemand von Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Est-ce que cela a été le cas en Ukraine pour une Russie menacée par l'OTAN? Oui, je pense, parce que pour certains experts, en tout cas en Occident, on a l'impression que cette guerre est le choix de Vladimir Poutine un jour, du jour au lendemain, de s'attaquer à l'Ukraine. Or, les tensions en Ukraine existent depuis la fin de l'ère soviétique, donc depuis 1991. Et il y a un travail de fond qui a été fait par les atlantistes pour essayer de faire de l'Ukraine un pays résolument pro-OTAN, pro-Union européenne. Et ça, on a les traces, on a des investissements d'ONG américaines en Ukraine. Et la Russie nous a mis en garde contre ça, contre ce rapprochement de ses frontières des bases militaires de l'OTAN. N'oublions pas que depuis la fin de la guerre froide, les bases de l'OTAN ne cessent de se rapprocher de la Russie, qu'il y avait encore, avant même le déclenchement de l'opération spéciale des Russes, des opérations militaires d'envergure avec plus qu'à 30 000 soldats sur les frontières de la Russie organisées par l'OTAN. La Russie nous a mis en garde à de nombreuses reprises, de nombreux experts même, on va dire occidentaux, des États-Unis, d'Europe, on dit attention, on est en train de trahir notre promesse. Ouais. Les Européens avaient trahi cette promesse. Et au bout d'un moment, je pense que Poutine s'est dit le dialogue, la discussion n'avance pas, donc il n'a plus d'autre choix que de faire la guerre pour faire comprendre que les lignes rouges avaient été franchies. Nikola Mirković, alors un an de conflit, on vient de le dire. Quels sont les scénarios auxquels il faudra s'attendre en 2023? Pourrait-on penser que ce conflit touche tant bien que mal à sa fin? C'est impossible aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisageables. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, à vrai dire, deux guerres. La guerre en Ukraine est à l'origine une guerre civile entre Ukrainiens. On a toujours l'impression que c'est parfois Ukrainien-Russe, ce n'est pas le cas. Il y a une guerre civile entre Ukrainiens, ceux de l'Est et de l'Ouest. Faut-il le préciser, oui. Par la Russie. Et après, évidemment, la photo plus globale, générale, qui est une guerre des Atlantistes contre la Russie. Et là, on va savoir jusqu'où ce que les Atlantistes sont prêts à aller pour affaiblir la Russie. C'est ça, la guerre pourrait être terminée assez rapidement. Très bien. Si les Atlantistes le décidaient.
Très bien, monsieur Nicolas Markovic, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes essayiste et spécialiste des questions géopolitiques. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Et au-delà des bouleversements politiques engendrés par la guerre en Ukraine, le conflit a véritablement impacté l'économie mondiale. La dynamique inflationniste provoquée par la Covid-19 a été accentuée depuis le début du conflit ukrainien, le monde passant ainsi d'une crise à l'autre. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Les années 2020, 2021 et 2022 ont été caractérisées par un enchaînement de troubles économiques d'envergure mondiale. D'abord la pandémie du Covid-19 et ensuite la guerre en Ukraine. Alors que la mondialisation régissait et régit encore l'économie internationale, l'interdépendance issue de celle-ci aura eu pour conséquence une mutualisation des revers économiques dus au Covid-19. Les pays producteurs d'hydrocarbures ont à titre d'exemple subi de plein fouet l'arrêt quasi total de l'économie globale due au Covid, les échanges de marchandises ayant connu une relative stagnation durant la pandémie. Durant l'année 2020, le PIB mondial s'est rétracté de 3%, soit une baisse de 2500 milliards de dollars. Et alors qu'en 2022, les acteurs économiques misaient sur une reprise boostée par un retour à la normale post-pandémie, la guerre en Ukraine est venue redistribuer les cartes, politiques mais aussi économiques. Le conflit en Ukraine a conduit à la hausse du prix des hydrocarbures qui s'est répercutée sur une inflation touchant plusieurs continents. L'Allemagne, par exemple, a subi une inflation de 7,9% au cours de l'année 2022. Le pays n'avait pas connu de tels chiffres depuis la création de l'État après la Seconde Guerre mondiale. La guerre en Ukraine a accentué la dynamique inflationniste entamée en 2021. Depuis le début du conflit, les prix de l'énergie, des engrais et des céréales ont déjà augmenté de 25%, mettant à mal les finances des États, alors que les besoins des peuples restent grandissants. Conflit en Ukraine toujours, l'Assemblée générale des Nations unies vient de voter une résolution exigeant le retrait immédiat et sans condition des forces russes du territoire ukrainien. La résolution a recueilli 141 voix pour, 7 voix contre et 32 abstentions. À noter également que l'Algérie s'est abstenue du vote. De son côté, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, a assuré que la Russie était certaine de sa victoire face à l'Ukraine et que son pays était prêt à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Ouverture du dossier palestinien, des situations justement dans les territoires occupés à Jénine. Un jeune Palestinien a succombé vendredi à l'aube à ses blessures graves causées par des tirs de l'armée d'occupation sioniste, dont le camp de réfugiés d'Al-Aroub au nord de la ville occupée d'Hébron en Cisjordanie. Et les affrontements ont éclaté entre les soldats d'occupation et des jeunes Palestiniens sur le barrage militaire de Choufat au nord d'El-Quds, dans la localité d'El-Tour. Les forces israéliennes ont également opéré des incursions au niveau de plusieurs maisons des détenus et ex-détenus d'El-Quds occupés pour y mener des perquisitions. Palestine toujours, et suite aux dernières escalades meurtrières à Naplouse et à Jénine, l'Union des avocats arabes et son secrétaire général exige une réaction internationale pour protéger les Palestiniens et tenir l'occupation pour responsable des crimes commis à l'encontre des civils. Pour rappel, 10 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières heures suite aux incursions sionistes dans la ville de Naplouse. Et au Maroc, un nouveau mouvement de protestation pour les candidats au concours, des candidats malheureux au concours, des avocats victimes du scandale et des manœuvres du ministre de la Justice marocain Abdellatif Wahabi. Les non-admis à ce concours haussent le ton et observent une grève de la faim pour protester contre les pratiques délictueuses qui touchent le secteur de la justice. En Tunisie, à la suite du limogeage de son ministre de l'Emploi, le président Kais Saïed s'est une nouvelle fois exprimé sur la manière avec laquelle le pays gère les questions internes à l'immigration. Dans une allocution, le chef de l'État tunisien a tenu à rassurer quant à la politique migratoire du pays. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous ne permettrons à personne de porter préjudice aux institutions de l'État et nous ne permettrons à personne de changer la composante démographique du peuple tunisien. Et je suis conscient de ce que je dis.
Mais nous ne pouvons permettre à quiconque d'agresser autrui, car l'État tunisien a ses propres institutions. Néanmoins, nous ne pouvons permettre à n'importe quel individu de résider en Tunisie de manière irrégulière. Et le Mali qui fait face à la violence, le pays est une nouvelle fois la cible d'une attaque terroriste dans un village de la région de Mopti, dans le centre du pays. Des responsables relayés par l'agence Reuters ont annoncé ce vendredi que pas moins de 12 personnes ont été tuées. Toujours selon ces responsables, l'attaque se serait produite au soir du jeudi dernier lorsque des personnes armées ont fait irruption dans le village et ont ouvert le feu sur les civils. Et ce drame se produit au Mali au moment où le Premier ministre de la transition malienne, Choguel Maïga, se rend au Burkina Faso pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Mali, tous les deux confrontés au terrorisme depuis plusieurs années. Le Premier ministre malien a déclaré à la presse que le terrorisme serait vaincu au Sahel. Nous allons gagner la guerre avec nos armées, aucune armée étrangère, que cela soit clair. Propos signé Choguel Maïga. Je vous le disais donc en titre, Zoom à présent sur le secteur de l'industrie pharmaceutique algérien, l'un des plus performants actuellement car il permet au pays de réaliser un double objectif, réduire la facture des importations et diversifier les exportations nationales. Dans ce contexte, le groupe Saïdal se distingue tout particulièrement avec une stratégie tournée vers l'Afrique et des ambitions revues à la hausse, conformément aux instructions du président algérien Abdelmajid Tebboune. C'est un sujet signé Iman Merad. La souveraineté sanitaire, un autre impératif que l'Algérie tient à tout prix à réaliser, grâce à la stratégie nationale de développement du secteur de l'industrie pharmaceutique. Avoir la main sur les médicaments qu'il consomme et produit, le pays compte relancer à cet effet l'activité du groupe Saïdal, l'un des fleurons de l'économie algérienne et un pionnier en matière de production pharmaceutique. Nous misons sur les produits où il y a une forte valeur ajoutée, mais surtout les produits qui sont utilisés dans les maladies chroniques. Vous avez la diabétologie, comme l'insuline. Vous avez les produits anti-cancer qui représentent une grosse partie de l'enveloppe des importations au niveau de la PCH. Et depuis 2022, nous avons déjà 6 produits anti-cancer qui ont été vendus à la pharmacie centrale des hôpitaux. Saïdal devra relever un autre défi en 2023. Augmenter ses parts de marché au niveau local et s'orienter vers l'exportation. Le groupe annonce la couleur, 5% de son chiffre d'affaires doit désormais être réalisé en dehors des frontières du pays. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons été retenus par, je dirais, une quarantaine de produits. Au niveau du Burkina Faso, pour une trentaine de produits, nous avons été retenus et nous avons exporté pour une première fois à un pays qui est quand même un peu loin, Djibouti. Pendant que je vous parle, la semaine dernière, on a fait une première exportation. La semaine prochaine aussi, une autre exportation. Il y a aussi d'autres marchés pour lesquels nous n'avons pas pensé, mais qui, eux, viennent vers nous. L'Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Rwanda et certains pays de l'Afrique de l'Est qui viennent, eux, vers nous pour prospecter nos produits. Un objectif au cœur de la stratégie de Saïdal, puisque le groupe procède à la réactivation de toutes ses unités de production, avec à la clé de nouveaux produits et une nouvelle façon de les commercialiser grâce à une remise en question fructueuse de ses process en marketing, afin de faire face à la rude concurrence qui prévaut dans l'écosystème de la production nationale de médicaments. Pour la Libye, pareil, nous avons un très bon partenaire avec lequel nous sommes en pourparlers. Là aussi, l'étape, c'est que leurs experts viennent ici en Algérie pour valider Saïdal. Et le besoin est immense au niveau de la Libye. Plus on couvre, plus la politique, c'est de dire, écoutez, nous allons faire en sorte de faire 70% ou 30 ou 80% pour la production nationale et pourquoi pas à 20% à l'export. Pour ce faire, Saïdal pourra compter sur l'attractivité et la réputation dont le groupe jouit au niveau international pour séduire de nouveaux partenaires et bénéficier de leur expertise. Nous avons déjà des demandes de 2 pays que je ne citerai pas pour le moment, mais c'est en bonne voie et je pense que c'est jouable. Il faut juste voir les lois, les différentes réformes bancaires et toutes les différentes réformes pour qu'on le fasse dans la réglementation et dans la légalité, bien sûr.
Saïdal peut se targuer d'avoir aujourd'hui toutes les cartes en main pour porter les ambitions de l'Algérie de faire de son industrie pharmaceutique un atout supplémentaire dans sa quête de la diversification de son économie et de ses exportations. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.